l'audience. Donc, nous passons la parole à Radouane Kassir, qui est un jeune PUPH à Saint-Denis de la Réunion et qui va nous parler de l'impact de l'obésité sur l'incidence et la prise en charge des cancers digestifs. Merci à toi. Bonjour, vous voyez mon écran? On voit bien votre écran, c'est parfait, on vous entend très bien, monsieur. Très bien. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, chers maîtres, chers confrères, c'est vraiment un grand honneur pour moi de pouvoir parler aujourd'hui devant l'Académie de chirurgie. Je vais vous parler de l'impact de l'obésité sur l'incidence et la prise en charge des cancers digestifs. L'obésité est un problème de santé publique à l'échelle mondiale, avec une augmentation constante de la prévalence dans les deux sexes. Les simulations prévoient d'ici 2025 une augmentation alarmante de ces chiffres, avec 21% chez les hommes et 18% chez les femmes. L'incidence de l'obésité est particulièrement alarmante à l'île de la Réunion, où j'exerce actuellement. En effet, un Réunionnais sur deux est en surpoids ou en obésité. L'obésité est associée à une perte d'espérance de vie qui peut aller jusqu'à 9 ans chez les hommes et 7 ans chez les femmes dans le cadre d'une obésité morbide. Un des mécanismes qui peut expliquer cette perte d'espérance de vie est le lien avéré entre l'obésité et le cancer. En effet, l'obésité est un facteur de risque prouvé de cancer juste après le tabac, l'alcool et l'alimentation. Le surpoids et l'obésité sont des facteurs de risque avec un niveau de preuve élevé pour 13 localisations de cancer selon le récent handbook du Centre international de recherche sur le cancer. La plupart des cancers liés à l'obésité sont des cancers digestifs. En France, 5% des cancers sont attribuables à l'obésité. Parmi eux, le cancer colorectal est le cancer digestif le plus fréquent, suivi par ordre de fréquence, le cancer du foie, le cancer du pancréas, de l'œsophage, de la vésicule biliaire et puis de l'estomac. Cependant, l'obésité n'impacte pas ces cancers de la même manière. En effet, la relation entre l'IMC et le cancer digestif n'est pas toujours linéaire, avec notamment une courbe en J, ici, dans le cancer de l'œsophage et le foie, qui illustre le paradoxe de l'obésité, à savoir un effet protecteur en cas de léger surpoids. Au sein de la population obèse, les hommes sont significativement plus à risque de développer un cancer par rapport aux femmes, notamment pour les cancers du côlon et du foie. Ce risque de cancer est d'autant plus élevé que l'obésité évolue depuis l'enfance. En effet, on a pu montrer que l'excès de poids chez les enfants et les adolescents est généralement associé à une augmentation de risque de cancer digestif à l'âge adulte. Ce risque de cancer lié à l'obésité est particulièrement majoré en cas d'association avec un syndrome métabolique. Dans cette étude qui évolue l'impact du syndrome métabolique dans le cancer colorectal, on voit clairement une augmentation de l'incidence du cancer en cas d'une association obésité et syndrome métabolique. Concernant le pronostic des cancers liés à l'obésité, le cancer colorectal a été le plus étudié. Cette méta-analyse met en évidence l'augmentation de la mortalité spécifique par le cancer colorectal lié à l'obésité, que celle-ci était présente avant ou après le diagnostic. Ce risque de mortalité est particulièrement majoré en cas d'association de l'obésité à un syndrome métabolique, comme illustre la courbe bleue pointillée.
Alors, le surpoids et l'obésité sont caractérisés par un certain nombre d'altérations métaboliques pouvant être impliquées dans la cancérogenèse. Les principales voies métaboliques sont celles de l'inflammation, de l'insuline et des hormones sexuelles. Concernant l'inflammation, de manière générale, les mécanismes d'inflammation impliqués sont les facteurs de croissance, les interleukines et les TNF-alpha. Ces marqueurs de l'inflammation ont des effets profonds sur le micro-environnement local, notamment la stimulation de l'angiogenèse et la modulation de la matrice extracellulaire. Chez les obèses, l'inflammation du tissu adipeux, particulièrement la graisse blanche très présente, entraîne des lésions tissulaires chroniques et génère un micro-environnement prénéoplasique. Les effets tumoraux de l'obésité se produisent au niveau local via l'inflammation adipeuse et les altérations associées du micro-environnement qui se manifestent histologiquement par des structures en couronne caractérisées par des adipocytes au centre entourés de macrophages qui produisent eux-mêmes des molécules de l'inflammation. Les effets tumoraux de l'obésité se produisent également de manière systémique via les médiateurs métaboliques et inflammatoires circulants qui sont associés à l'inflammation adipeuse. Indirectement, cette inflammation induit également d'autres mécanismes protumoraux. Donc, en plus d'une action locale, les molécules de l'inflammation favorisent la sécrétion d'œstrogènes et donc des cancers hormonodépendants. Le stress du réticulum endoplasmique engendré par un niveau élevé d'acide gras libre chez les patients obèses induit une apoptose et une réponse inflammatoire. L'altération de la matrice extracellulaire avec un changement de leurs propriétés mécaniques favorise aussi l'émergence des tumeurs. Et enfin, le changement du microbiote peuvent conduire à la production systémique d'interleukine 6 et favoriser la croissance tumorale. Comme je l'avais évoqué tout à l'heure, le diabète contribue à la cancérogenèse. Le mécanisme en jeu sont d'une part les conditions métaboliques associées au diabète, telles que l'hyperinsulinémie, la dyslipidémie, et d'autre part, le diabète favorise lui-même l'inflammation pro-tumorale du tissu adipeux. Lorsque le cancer est déjà présent, on observe un changement de configuration du tissu adipeux qui va favoriser l'envahissement tumoral en se mettant au service du cancer. Les astérix montrent les zones de front invasives où les adipocytes acquièrent un nouveau phénotype, et ces flèches ici indiquent le centre de la tumeur où les adipocytes ont disparu. Concernant la prise en charge thérapeutique du cancer chez les patients obèses, celle-ci présente des spécificités dont il faut tenir compte. Sur le versant chirurgical, l'abord laparoscopique fait aussi bien que la laparotomie sur le plan carcinologique, sans augmenter le temps opératoire. De plus, cet abord mini-invasif a l'avantage de réduire les complications respiratoires et pariétales très redoutées chez les patients obèses. D'autre part, l'abord robotique est très promoteur. Il est non seulement sûr et réalisable, mais il pourra aussi faciliter la chirurgie dans un espace réduit et diminuer l'incidence des lésions nerveuses pelviennes en cas de chirurgie rectale, par exemple. Il est important de tenir compte d'un antécédent éventuel de chirurgie bariatrique chez cette population en obésité, dont le montage pourrait faire modifier la stratégie chirurgicale carcinologique. Je vous rappelle que 1% des Français ont un antécédent de chirurgie bariatrique. Le but de cette présentation n'est pas de vous présenter ou vous exposer toutes les techniques chirurgicales pour cancer après chirurgie bariatrique, mais je vais quand même vous parler de quelques exemples afin d'illustrer la complexité de ce cas de figure.
En cas d'un adénocarcinome de Cardia Sievert 1 ou 2, la chirurgie de référence est lui sentie, ce qui ne pose pas de problème technique, même en cas d'antécédent de bypass en Y. Cependant, il faut réséquer une partie de l'anse alimentaire et défaire l'anastomose au niveau du pied de l'anse. Et il ne faut surtout pas oublier, bien sûr, de réaliser une gastroscopie de l'estomac exclue avant la réalisation de la gastroplastie. En cas d'un adénocarcinome de Cardia Sievert 3, la chirurgie de référence est la gastrectomie totale. En cas d'antécédent de bypass en Y, on pourrait conserver l'anastomose au niveau de pied de l'anse, mais il ne faut surtout pas oublier à diminuer la taille de l'anse alimentaire. Je vous rappelle que l'anse alimentaire après un bypass en Y mesure 1,50 m environ. Dans le cadre de la sleeve, du fait de la gastrectomie longitudinale des 2/3 de l'estomac, il est important de réaliser une gastroplastie pour rétablir la continuité dans le cadre de le cancer de l'œsophage. Il sera donc nécessaire de réaliser une coloplastie ou une anastomose œsojuginale en Y. Dans le cadre d'une chirurgie colorectale, seul l'antécédent de bypass en Y pose problème en cas d'une colectomie gauche ou protectomie. En effet, il existe un risque de devoir démonter l'anse alimentaire, que celle-ci soit en pré- ou transmésocolique, dans le cas du curage ganglionnaire, et la mobilisation et l'abaissement de l'angle colique gauche pour la réalisation de l'anastomose colorectale. D'une façon générale, il faut retenir que le bypass en Y complexifie plus la chirurgie carcinologique que la sleeve. En ce qui concerne la chimiothérapie, se pose le problème de l'efficacité et de la toxicité de la chimiothérapie chez les patients obèses. En effet, dans la population obèse, les cancérologues calculent les doses de chimiothérapie en fonction de la surface corporelle. Ils ont tendance à réduire la dose efficace en utilisant le poids corporel idéal ou à plafond arbitraire par crainte de la toxicité des molécules. Ce paradigme est en train de changer, comme le montre cette étude sur le cancer colorectal, qui est plutôt en faveur d'une administration d'une dose adaptée au poids qui permet d'augmenter la survie globale et la survie sans récidive, sans pour autant augmenter le risque de toxicité. Le cancer chez les patients obèses est un véritable défi pour le radiothérapeute pour de multiples raisons. D'une part, la tumeur peut être difficilement localisée avec précision à cause d'un marquage cutané approximatif. Et d'autre part, il existe une augmentation de la toxicité radio-induite chez cette population. Maintenant que je vous ai exposé la complexité de la prise en charge médico-chirurgicale d'un cancer chez un patient obèse, la question qui se pose est plutôt de savoir s'il ne serait pas bénéfique d'agir précocement sur l'obésité afin de prévenir l'apparition de cancer chez les patients obèses. On sait maintenant depuis longtemps que l'activité physique a un effet préventif sur le risque de décès par cancer. Par ailleurs, il existe une synergie avérée entre activité physique et l'instauration d'un régime diététique équilibré, comme le montre la courbe en bleu dans ce graphique. Comme vous le savez aussi, la chirurgie bariatrique est actuellement le seul traitement efficace à long terme contre l'obésité sévère et morbide. Il s'agit d'ailleurs d'une chirurgie métabolique en agissant favorablement sur toutes les composantes du syndrome métabolique, qui est un facteur de risque de cancer. La chirurgie bariatrique fait mieux que le traitement médical en termes de contrôle de la glycémie, de perte de poids et de rémission de la dyslipidémie. Et ces bénéfices perdurent dans le temps.
Cette chirurgie a donc un effet protecteur contre le cancer, comme illustre cette étude rétrospective cas contrôle publiée dans Annals il y a 2 ans à partir des bases de données des assurances américaines. La figure 1 montre la survie estimée jusqu'à 10 ans. Les courbes s'écartent très tôt et continuent de diverger pendant tout le suivi. Globalement, il y a une réduction de 33% du risque de développer un cancer. Une réduction équivalente est observée pour les cancers associés à l'obésité et au moindre degré pour les autres cancers. Les cancers digestifs dont l'incidence est réduite de façon significative après chirurgie bariatrique sont le cancer du côlon et le cancer du pancréas. Les autres cancers digestifs, le foie, vésicule biliaire, rectum, ne montrent pas de différence d'incidence entre les patients opérés ou non opérés d'une chirurgie bariatrique. Cet effet bénéfique de la chirurgie bariatrique sur l'incidence des cancers a été aussi démontré dans cette récente méta-analyse. D'ailleurs, cette méta-analyse souligne aussi l'effet bénéfique de la chirurgie bariatrique sur la mortalité lorsque le cancer est déjà présent. Ces perspectives sont à nuancer concernant notamment la suspicion de risque de cancer induit par la chirurgie bariatrique, comme l'adénocarcinome du bas œsophage en cas de sleeve gastrectomie favorisée par le reflux acide, d'où les recommandations de la SOFCO en termes de suivi endoscopique post-sleeve. Alors, les points forts. L'obésité et le cancer est une association donc dangereuse en termes d'incidence et morbimortalité. L'obésité est fortement associée au cancer de l'œsophage, de l'estomac, du pancréas, du côlon et du rectum. Il y a une augmentation de risque de récidive et de développement d'un second cancer chez les patients obèses. Le risque de cancer induit par le surpoids est réversible après amaigrissement. Les cancers digestifs dont l'incidence est réduite de façon significative après chirurgie bariatrique sont le cancer du côlon et le cancer du pancréas. L'antécédent de bypass en Y complexifie plus la chirurgie carcinologique que la sleeve, gastrectomie. À l'heure actuelle, il n'y a pas de risque démontré de développement d'un cancer induit par la chirurgie bariatrique et peut-être perspective, une question qu'on peut se poser, et quelle est la place de la chirurgie bariatrique, cette fois-ci en prévention primaire du cancer chez les patients obèses. Merci pour votre attention. Merci. Super. Merci Radouane pour ce point. D'ailleurs, tu l'as souligné, l'étude de référence sur la chirurgie bariatrique, c'est l'étude SOS de Jotrum, qui est la plus référencée dans la littérature mondiale. Et quand tu compares les populations d'obèses opérées et non opérées, les opérés meurent moins parce qu'ils font moins de cancer 10 ans plus tard. C'est un des grands facteurs de différence, en plus des autres éléments. Je voulais t'interroger, alors le sujet c'était les cancers digestifs, mais je voulais t'interroger sur le problème du cancer du sein, parce que donc on opère une majorité de femmes. Or, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. Et on a, est-ce qu'on a pu montrer, alors c'est pas le sujet, mais est-ce qu'on a pu montrer que justement chez les femmes obèses opérées, il y avait moins de cancer du sein que chez les femmes obèses non opérées. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce que dans la patientèle, il y a des femmes qui ont des cancers hormonaux dépendants et le fait qu'ils soient sous traitement hormonaux modifie la prise de poids, qu'elles aient été opérées de leur poids ou que ça survienne après l'opération de leur poids. Est-ce que tu as vu ça dans ta pratique, ces problématiques de modification pondérale par traitement hormonal dans le cadre de cancer du sein? Merci, Monsieur Joannet, pour votre question.
question. Oui, effectivement, en fait, le sujet, donc cancer du sein, obésité et même chirurgie bariatrique, donc ce sujet a été très bien étudié dans la littérature. D'ailleurs, dans deux études que je vous ai mentionnées dans ma présentation, on voyait qu'il y avait une réduction de cancer de sein dans cette population, puisque le cancer de sein est clairement identifié comme un cancer donc hormonodépendant et obésité dépendant. Donc, dans le même papier d'analyse, effectivement, il y avait une réduction de 9% d'apparition de cancer de sein chez une population obèse opérée d'une chirurgie bariatrique. Merci. Une question? Non, pas de question. Oui, Gérard Morand. Plus qu'une question, c'est un commentaire. C'est quelque chose qui est bien connu des radiologues. L'obésité fait très mauvais ménage avec l'imagerie. Et globalement, la qualité de l'imagerie chez les obèses est complètement différente de celle de la qualité chez les individus normaux. Il y a une baisse de la qualité, aussi bien de l'échographie, qui est souvent irréalisable, que du scanner et de l'IRM. Et ceci, dans les bilans préopératoires ou dans le suivi post-opératoire, a une conséquence. Oui, c'est la double peine. C'est la double peine. Exactement, c'est la double peine, oui. Non. Bon, je crois qu'il n'y a plus de questions. 17h15. Une séance extrêmement active, très animée. Nous vous remercions tous et notamment Radouane Kassir de sa patience à nous présenter son très bel exposé. À mercredi prochain. Je vous rappelle que mercredi prochain, il n'y aura pas de session académique ordinaire. Nous avons prévu le 22 septembre de faire, premièrement, l'accueil des nouveaux élus de 2020. Deuxièmement, une séance solennelle simplifiée avec le discours du président Henri Koudane et le discours de son invité. Et puis un dîner qui aura lieu au Procope pour des raisons de convivialité et de simplicité, au cours duquel seront honorés d'une part les récipiendaires des prix et d'autre part les médaillés annuels de l'Académie. Merci à tous et j'espère nombreux mercredi prochain.